Avant juste de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, une petite précision. Cet après-midi, ce ne sera pas un débat politique. Je sais, ça vous a manqué depuis les élections, mais ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le souhait de la Confédération. L'idée, c'est plutôt une sorte de formation pour qu'en ressortant d'ici, vous ayez l'envie, vous ayez les astuces, la méthode pour échanger avec les élus et faire entendre la précieuse voix des AFC. Votre voix, on va l'entendre donc après dans la dernière partie, une question-réponse, et vous pourrez évidemment poser toutes vos questions. J'ai quelques petits thèmes d'abord à aborder, et la première partie, c'est intitulé « Les élus des personnes comme tout le monde ». Parce que vous faites un peu peur quand même. Vous passez à la télé, messieurs, vous passez à la radio, et donc on se demande, nous, petits adhérents des AFC, ce qu'on peut vous apporter. Comment voilà, quelle est notre place et qu'est-ce que vous attendez de nous quand on vient vous voir en tant qu'association familiale? Ma première question peut-être juste, c'est que pouvez-vous nous dire pour nous décomplexer? Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et c'est cela pour vous. C'est-à-dire, si vous attendez que les élus attendent quelque chose de vous, vous allez attendre longtemps. Donc, je crois qu'il faut simplement imposer votre voix et imposer sa présence. C'est ça le sujet. Avec constance, avec cohérence, avec bienveillance. Il faut être présent, il faut dire des choses qui tiennent debout, et il faut le dire de manière optimiste, en ayant un regard vers l'avenir. Mais imposez-vous. Personne ne viendra vous chercher exprès, en tout cas si les choses sont complexes. Donc il faut imposer votre message. C'est ça ma réponse de premier niveau à votre question. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Peut-être que parfois on viendra vous chercher parce que la municipalité aura décidé d'installer une commission extra-municipale, aura besoin d'un membre supplémentaire pour le conseil d'administration du CCAS, des choses de cette nature. Tout ça est très, très respectable et très estimable, mais ce n'est pas nécessairement au cœur de votre engagement, de votre combat, de votre présence. Donc il faut le faire, il faut rendre service, mais il faut surtout avoir la volonté farouche d'affirmer le message que vous voulez. Alors, Olivier, sur cette question... Oui, alors, pour moi, les responsables politiques ne sont pas des ovnis, ils sont des citoyens à part entière et ils vivent la société comme l'ensemble des Françaises et des Français. À Reims, je dis que moi, je la vis au quotidien. Ma famille vit à Reims, mon fils va à l'école à Reims. Je suis issu d'une famille de commerçants, donc cette ville, on la vit au quotidien. Alors c'est sûr que nous avons aussi des parcours différents en tant que responsables politiques. Certains ont des voies toutes tracées ou des voies classiques. Moi, je suis venu à la vie politique par le monde associatif, sportif. Et c'est un de mes prédécesseurs, Jean-Louis Schnetter, qui était venu me voir en me demandant si ça m'intéressait de m'impliquer, d'avoir un engagement autre que celui de l'associatif dans un club d'athlétisme et de basket. Et si je voulais m'engager au sein de la collectivité, j'ai commencé comme ça en 2001 en étant conseiller municipal. Et puis ensuite, la vie, parfois, vous présente des opportunités et il faut aussi savoir les saisir. Quand je dis savoir les saisir, et là je rejoins ce que disait Hervé il y a quelques instants, c'est qu'il faut que le monde associatif également, je dirais, n'attende pas tout du responsable politique. Il ne faut pas attendre que celui-ci tende forcément la main, quotidiennement ou autre. Il faut se bouger, il faut aussi se faire entendre. Mais il y a aussi deux manières de voir les choses. Est-ce que c'est deux façons de faire de la politique locale? Sûrement. Ma conception des choses est de dire que le responsable politique et le maire n'est pas un sachant. Il a des objectifs avec son équipe, de développement d'un territoire, du lien social, de la vie dans sa cité, mais qu'il ne sait pas tout sur tout. Et qu'il a besoin de se poser ou se reposer sur celles et ceux qui ont de véritables engagements, d'autres engagements, mais également celles et ceux qui sont au quotidien, dans des secteurs qu'ils connaissent parfaitement. Et donc ma conception des choses est de dire qu'il faut avoir un dialogue permanent
avec les forces vives du territoire, quel qu'il soit d'ailleurs, le monde associatif, le monde économique, et donc ces forces vives doivent nous permettre d'avancer. Et comme vous le savez, Reims, c'est la cité du champagne. Ce qui fait la qualité du champagne, c'est que c'est un vin d'assemblage. Et je considère que la réussite des choses, c'est également un travail collectif et donc un assemblage de diverses personnes venant de divers horizons pour faire avancer un territoire. Et donc vous avez du temps pour nous, qui ne sommes experts en rien. Vous êtes experts. Forcément, quand vous êtes dans une association, vous êtes des militants d'une certaine manière et vous avez également une expertise sur un sujet. Alors, je l'ai vu en tant que parlementaire où j'ai reçu les AFC locales, mais également à l'Assemblée nationale, enfin vos représentants nationaux. Vous avez une expertise, on peut échanger, on dialogue. Parfois, on ne partage pas forcément les mêmes points de vue. Et heureusement, c'est la diversité d'un pays et des individus. Mais vous avez une expertise qui est intéressante, vous avez un point de vue qui est intéressant, qui repose, je dirais, aussi sur une partie, sur l'histoire également de notre pays, voilà, et je ne vais pas dire ça en tant que maire de Reims, qui est la cité et la ville d'où est partie, qui symbolise la chrétienté en France. Donc vous avez une expertise, cette expertise elle est nécessaire et nous en avons besoin, quelle que soit l'origine d'un maire ou autre. Nous avons besoin de cette expertise et donc les associations ont un rôle majeur à jouer dans le développement d'un territoire et dans la vie d'une cité. Alexandre, parfois il y a ce problème qu'on rencontre, c'est qu'on ne se sent pas au niveau en fait. On se demande quel est le message à porter en tant que simple adhérent d'une association avec une culture politique parfois faible, avec même un vocabulaire qui n'est pas forcément celui des élus. Comment on fait? Est-ce que c'est un frein à la rencontre quand même? Oui, c'est évidemment un frein à la rencontre et c'est d'ailleurs pour ça moi, que j'ai voulu monter ce parcours dont tu as parlé tout à l'heure. C'était d'abord pour démythifier en fait, le rapport qu'on pouvait avoir vis-à-vis du politique, a fortiori quand il était député, ministre ou secrétaire d'État. Et là, c'est le prof d'histoire qui va parler. Quand on regarde un petit peu le rapport que les Français ont pu avoir vis-à-vis de leurs représentants, il y a toujours eu cet effet de cour. Alors c'est peut-être un héritage qui est celui de notre histoire monarchique. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il faut aussi aider l'élu à sortir de cet effet de cour pour qu'il se reconnecte en fait au réel et à vos réalités en tant que citoyen d'abord. Il n'y a d'élu, encore plus quand on est maire, que parce qu'il y a des citoyens qui lui ont permis d'avoir ce mandat. Et je pense qu'il faut rééquilibrer ce rapport en se disant, d'une part, et là je rejoins Arnaud Robinet, le mandat est tellement prenant. Il y a un travail de représentation qui est très intense. Il y a aussi des jeux politiques qui sont parfois par trop mobilisateurs. Ce qui fait que je crois aujourd'hui que le maire, le président de région ou de département, n'a plus le temps, malheureusement, de penser suffisamment le projet pour lequel il avait envie d'être élu. Et qu'il a besoin de personnes qui, d'une part, viennent l'alerter sur ce qu'avait été ce projet initial, et puis aussi qui vont lui permettre d'innover. C'est-à-dire que les associations, les citoyens, eux, ils vivent au quotidien les heurts et les malheurs de leur cité, et ils ont des idées. Et ces idées-là, en fait, il faut absolument venir en parler à vos élus, parce que vous allez y trouver là une caisse de résonance potentielle qui pourra soit budgétiser le projet, ou soit mettre en relation les bonnes personnes afin de le mettre en œuvre. Et je crois que c'est un des rôles du responsable politique aussi, que d'être alimenté par ces citoyens qui vont venir l'alerter, qui vont aussi par là même pouvoir prendre le pouls de ces circonscrits et de mieux agir en conséquence. Donc moi je pense qu'il y a cette urgence de venir briser d'une part l'effet de cour pour resimplifier le rapport, ensuite de venir alimenter par l'idée parce que vous la vivez au quotidien, donc l'idée concrète, la proposition qui va permettre une innovation dans une ville, et puis enfin, ce qui me paraît aussi essentiel, c'est comment dire, de pouvoir s'intéresser, mais dans le fond, au projet politique qui est celui de la ville. C'est qu'avant d'aller voir un élu, c'est de se dire, mais d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Parce que malheureusement, souvent, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qu'il fait, quelles sont ses réalisations concrètes. Et fonction de ce qu'il fait, qu'est-ce que je peux venir améliorer, qu'est-ce que je peux venir réguler, et où est-ce que ça va aussi rentrer en concordance avec ce que je porte comme projet. On va, je pense, être un peu plus concret tout à l'heure. Mais moi, tout mon angle, en tout cas dans le parcours que j'ai développé, c'est vraiment ça d'abord, voilà, repacifier, rééquilibrer le rapport aux politiques. Et enfin, je pense que les dernières élections, notamment législatives, nous l'ont montré, des personnes en assez grand nombre
ont été élus à l'Assemblée nationale et ces personnes auraient pu se trouver ici. Donc il ne s'agit pas d'être un expert, je crois qu'il faut d'abord en avoir envie et avoir cette capacité aussi d'être réceptif, d'être à l'écoute, parce qu'on est élu, normalement, en tout cas sur le papier, au service du bien commun. Donc a priori, on part déjà sur des bases qui sont les mêmes. Hervé Mariton, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, rebondissant sur les deux points, apporter des idées, je pense que c'est une approche tout à fait positive. Je l'inscris dans la bienveillance que je décrivais tout à l'heure. Il faut éviter que la relation soit trop acrimonieuse. Et chaque fois qu'on peut s'inscrire dans une dynamique, la réalité, c'est que la vie publique, la vie politique est assez pauvre en innovation. Et je pense qu'un élu bien constitué est très heureux de voir venir vers lui des personnes de bonne volonté qui portent des idées et des propositions d'innovation. Ceci n'interdit pas d'assumer des différences et des divergences quand elles sont posées et de les affirmer en toute légitimité. Lorsque vous pensez différemment de l'élu que vous avez en face de vous, parce que sur le plan national, il aura pris telle position, parce que sur le plan local, il aura fait tel choix politique en termes de politique familiale, dans la collectivité dont elle a la charge ou dans les débats nationaux auxquels il participe. Dites-le et dites-le de manière très claire, avec votre complète légitimité. Et en particulier pour des gens comme les AFC, faites très attention de ne pas vous laisser cornériser dans l'idée que vous seriez des personnes respectables, qui disent des choses qui ont du sens, qui sont intéressantes, mais par construction minoritaire, archaïque et inaudible au-delà du respect qui peut vous être porté. Affirmez votre vérité, dites-la sans complexe et expliquez pourquoi elle est recevable pour vous et pour vos adhérents, mais pourquoi elle est aussi, de votre point de vue, intéressante pour la ville ou pour le pays. Parce qu'il y a une forme assez particulière, mais on l'a beaucoup vu ces dernières années, mais c'est en réalité une tentation ancienne dans le dialogue entre le politique et des groupes de citoyens, qui est de considérer que le groupe est tout à fait fondé à s'exprimer dès lors qu'il a la courtoisie de ne pas aller au-delà du précaré qu'on lui assigne. Et au fond, tant que les adhérents des AFC parlent aux adhérents des AFC, c'est très légitime, et l'élu peut volontiers aller leur dire bonjour, mais surtout que tout ça n'influence pas trop en dehors du cercle prédéterminé. Et je pense que vous avez le droit, probablement la responsabilité de dire qu'à la fois vous défendez vos adhérents et qu'en même temps vous portez une analyse, une conviction, un message qui peut intéresser un plus grand nombre, et d'imposer le débat et l'échange sur ce terrain. Parce qu'un grand risque dans la relation avec l'élu, c'est que l'élu vous écoute, soit vraiment ce qui est fatigant, soit pas vraiment ce qui est moins fatigant, et que ensuite ça glisse et qu'il ne se passe rien. La réalité, après qu'on a vu un élu, c'est de conclure sur le thème, et alors l'étape d'après, c'est quoi? Parce que sinon, vous avez des rendez-vous qui se succèdent les uns aux autres, ça prend un peu de temps, mais c'est le job, et c'est pas très fatigant, et ça ne change pas beaucoup l'état de la matière. Si vous avez comme ambition de faire bouger l'état de la matière, le contact, il doit être conclu par l'inscription de l'étape suivante, qui peut être une étape de convergence ou de divergence, mais en tout cas de regarder l'étape suivante. Et à ce moment-là, de revenir en contact, moi j'étais surpris quand j'ai débuté journaliste politique à RTL, je me suis rendu compte que vous échangiez des SMS tous, et que c'était très facile finalement d'envoyer un petit SMS à un député, à un ministre, et qu'il pouvait y avoir un échange hebdomadaire presque entre bon, nous journalistes et vous élus, et que ça peut aussi peut-être être le cas avec les citoyens, qu'il peut y avoir des messages de félicitations sur telle action, il peut y avoir des retours comme ça réguliers. Je pense qu'un élu donne son portable beaucoup plus facilement à un journaliste qu'au premier citoyen qu'il rencontre. Oui, bon. Je pense tout de même un peu. Non, mais ça ramène à un point qui est que la prise à témoin de la presse est évidemment essentielle. Là aussi, il ne faut pas que ce soit capricieux, il ne faut pas que ce soit malveillant, il ne faut pas que ce soit agressif. Mais enfin, c'est vrai dans la vie nationale, mais c'est vrai aussi dans la vie locale, le prisme de la presse est important. Et si vous faites par exemple un constat
à la fois d'un débat, d'un échange et d'une divergence avec un élu sur tel élément de politique familiale mise en œuvre au sein d'une collectivité locale ou d'une position prise par l'élu sur le plan national. Et bien, si ça reste dans le secret du bureau de l'élu que vous avez rencontré, la probabilité qu'un rendez-vous chasse l'autre est tout de même importante. Si vous arrivez à donner un peu de répercussions extérieures, poliment, mais clairement et fermement, à votre échange, éventuellement avec à votre différence, je pense que vous déplacez un peu plus les termes du débat. Là-dessus, Arnaud Beignet, oui. Sur la relation et le contact. Aujourd'hui, le citoyen n'a pas besoin d'avoir le numéro de portable du maire ou de l'élu pour le contacter, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens de contacter directement. Et ce qui d'ailleurs change radicalement la relation que l'élu peut avoir avec ses administrés. Ces nouveaux outils sont les fameux réseaux sociaux. Réseaux sociaux où on vous contacte directement, alors parfois de façon publique, parfois de manière anonyme, parfois de manière, je dirais, affirmée, avec la vraie identité. Et puis, au-delà de la façon publique, il y a également tout ce qui est Messenger, autres et messages privés, où vous êtes en permanence en contact direct et accessible à tous vos administrés, et même au-delà d'ailleurs, à tous les Français d'une certaine manière. Et ce qui change la relation, c'est que aujourd'hui, les gens attendent une réponse immédiate, parce que ces objets connectés vous amènent dans une situation de relation qui est immédiate. J'envoie un message en 2 secondes, j'ai donc le droit de recevoir la réponse dans la minute. Et ça change totalement la relation et même la question d'emploi du temps, parce que derrière, il faut gérer tous ces messages. Si vous ne le faites pas, si vous ne répondez pas, vous êtes un maire qui n'est pas de proximité, vous vous foutez de vos concitoyens. Donc ça, c'est quelque chose qui change totalement la relation avec les citoyens, avec les administrés. Alors après, sur la relation, vous dites des SMS de félicitations, on va être très clair. Généralement, ceux qui s'expriment, c'est pour vous dire les choses qui ne vont pas. Et quand vous avez un message qui vous dit « Monsieur le maire, bravo, je suis fier d'être rémois parce que les choses vont dans le bon sens, etc. » Là, vous dites « je peux faire un ouf de soulagement ». Mais généralement, les gens qui vous interpellent sont des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ou alors qui... Mais c'est très bien d'avoir les choses. À la rigueur, on parlait d'effet de cours tout à l'heure. Moi, je préfère qu'on me dise des choses qui ne vont pas. Je m'explique pourquoi j'ai pris telle décision, pourquoi, et même si la décision, je la considère bonne, mais comment on peut améliorer les choses d'un point de vue pratique et autres pour répondre justement aux attentes de celles et ceux qui pensent que les choses ne vont pas dans le bon sens. Donc, si tout le monde disait « Monsieur le maire, c'est fantastique, tout va bien dans votre ville, vous prenez les bonnes décisions, mais on est louis d'or pour personne, et heureusement, parce que c'est ça qui fait avancer les choses aussi. » J'aimerais bien maintenant qu'on passe une deuxième partie en distinguant un peu le type d'élu, parce qu'à chaque élu, à chaque mandat, un discours est différent. Vous envoyez à peu près le même mail de demande de rendez-vous, vous tapez de la même manière à la porte, mais j'aimerais bien qu'on distingue 3 types de mandats. Lesquels selon vous? Local, national, européen. Oui, le maire, le parlementaire, et puis le conseiller régional, général. Vous avez été conseiller général et départemental maintenant. J'aimerais bien qu'on distingue les 3. En commençant peut-être par le maire. Oui, non? Oui, non, mais très bien, parce que je reviens sur une... On peut distinguer, bien sûr, le parlementaire du maire, enfin aujourd'hui, d'autant plus, oui. D'autant plus aujourd'hui, avec le non-cumul, du conseiller régional, du conseiller par départemental. Et européen. Mais mais quelles que soient les collectivités concernées, l'élu qui est responsable de tout au regard de ses concitoyens, parce que c'est l'élu de proximité, c'est l'élu qui a portée de baffe, c'est le maire. Mais c'est surtout, moi la région peut prendre une décision, la région Grand Est, sur les questions qui concernent ses compétences, les remontrances, c'est au maire qu'on les fait. La communauté urbaine peut prendre des décisions dans les compétences qui sont les siennes, transport en commun, autres, etc., ou éclairage. C'est le maire, on va tout de suite frapper à la porte du maire, parce que le maire, il peut tout et il doit tout savoir, ce qui n'est pas le cas. Sur les questions nationales, je dis, moi je fais par l'expérience au moment où on était en campagne électorale, municipale, et je le dis où la réunion s'est pas très bien passée avec l'ensemble des représentants des associations familiales.
on était le soir en plein débat entre guillemets, où on présentait le projet municipal, donc avec les compétences d'une collectivité, sport, culture, politique familiale, un peu de santé, politique de voirie, autres, etc. Et à un moment, on me dit, monsieur, que pensez-vous non, on vous soutiendra, ou on votera pour vous, si vous vous engagez aujourd'hui à soutenir des sénateurs, parce qu'il y avait des sénatoriales après, des sénateurs qui s'opposeront au mariage pour tous, et vous engagez à revenir dessus. Mais j'attendais, moi je vais être maire, enfin, en tout cas j'espère être maire. C'est pas le maire qui va décider de choisir le sénateur qui va s'opposer au mariage pour tous dans quelques mois, dans quelques semaines. Donc voilà, il y a un moment, il faut savoir aussi faire la part des choses et qu'il faut regarder les compétences et le rôle de chacun. Sur des sujets, j'ai mes positions sur des sujets nationaux, sur le mariage pour tous et sur, pour moi, ce que représente la famille et ce qu'est la famille. J'ai mes convictions personnelles de par mon histoire, de par mon éducation chez les jésuites ou autres, etc. Donc j'ai ma propre opinion. Mais en tant que maire, je n'ai pas à m'affirmer sur ces sujets. Le parlementaire, oui, lui doit faire part, parce que c'est lui qui va voter, qui va prendre la décision et qui, au nom du peuple qu'il représente, c'est lui qui va prendre une décision. Donc attention à bien respecter c'est le rôle. C'est bien pour ça. On va essayer de distinguer, en commençant par le maire peut-être. Hervé Mariton, vous êtes maire depuis, je vais mettre là, vous êtes maire depuis 22 ans de Cray. Qu'est-ce que, quand on vient dans votre bureau de maire, qu'est-ce que vous pouvez attendre des AFC? Vous le disiez tout à l'heure, une attitude positive, constructive, assez peu de remontrances, parce que ça aboutit rarement, mais d'innover, enfin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'être dans une attitude positive, mais locale aussi, avec des préoccupations très... Mais les remontrances peuvent venir. L'expression d'Arnaud sur le fait qu'on est à portée de baffe est très juste. Donc, tout peut être dit et doit être dit, mais je pense que dans une bonne relation humaine, on parle là d'association au passage, on ne parle pas de personne. Je pense que d'une certaine manière, on est plus indulgent à l'égard de citoyens. Mesurez bien, quand vous vous exprimez en tant qu'association, vous ne vous exprimez pas en tant qu'individu. L'individu qui est dans la seule récrimination, c'est à la fois notre quotidien et puis c'est logique, enfin il n'y a pas de raison de lui demander plus que ça. L'association, elle a, à sa manière, une fonction politique. Et donc, quand vous exprimez une récrimination parce qu'il y a matière à le faire, faites-le. C'est mieux si vous accompagnez cela d'une vision, d'une dimension dynamique, et particulièrement dans un domaine qu'est le vôtre et dans le positionnement qu'est le vôtre, pour rappeler que, au fond, il peut aussi y avoir une vision de l'avancée du monde et du progrès que vous exprimez et que vous incarnez. Donc je pense que ce point est important. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas tant d'innovation, il n'y a pas tant d'idées. Si vous apportez des idées supplémentaires au maire, si vous contribuez à une dynamique, si vous contribuez à une vision un peu optimiste et souriante de l'avenir du monde et de l'avenir de la ville, ce qui ensuite ne dispense pas de constater un son de difficulté. Au passage, accompagnez aussi, quand elles viennent, des innovations qui vont dans votre sens. Il n'y a pas de réforme, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'initiative qui puisse réussir sans qu'il y ait des alliés. Une municipalité a toujours besoin d'alliés, pas nécessairement des gens qui vous servent la soupe politiquement, mais des gens qui participent d'une dynamique. Donc inscrivez-vous dans les dynamiques. Je prends un exemple à Cray. Nous avons mis en place depuis quelque temps, ça a marché, ça marche un peu moins bien, il faut le relancer, une préparation au mariage civil. Quand vous lancez quelque chose de cette nature-là, parce que ça a du sens et avec un zeste de volonté de faire vivre le débat, nous avons inscrit ça dans notre agenda 21, parce qu'en termes de développement durable, une préparation au mariage, il n'y a pas plus de développement durable qu'une préparation bienvenue au mariage civil. Mais une initiative de ce type, si elle n'a pas suffisamment d'alliés, elle peut faire plouf, parce que c'est pas simple, parce qu'il faut un peu de constance, il faut que les notaires qui participent à l'exercice le fassent un peu dans la durée, il faut que les associations qui nous accompagnent le comprennent aussi dans la durée. Donc ceci me paraît important. Je me permets juste, Arnaud, parce que je ne sais pas me tenir, quand tu es maire, surtout d'une grande ville comme Reims, tu as tout de même un peu d'influence sur le choix des électeurs qui feront les sénateurs.
Donc il n'y a pas de mandat impératif, mais ce n'était pas complètement illégitime de te demander comment tu voyais l'élection à venir de sénateur dont tu allais tout de même assez largement maîtriser le corps électoral. Non. Dont tu allais assez largement maîtriser le corps électoral. Et je pense que c'est aussi ce dialogue qui doit exister dans la plénitude de nos responsabilités. Alors, Excuse-moi. Justement, Hervé, parce qu'il y a aussi parfois cette confusion pour moi entre le rôle d'un sénateur et le rôle d'un député. Alors malheureusement, aujourd'hui, avec le non-cumul des mandats, le rôle du député et du sénateur est un peu semblable, entre guillemets. Mais le sénateur, il était issu des territoires et avant tout pour représenter les territoires et défendre les territoires. Ce n'est pas le même rôle que le député, même s'il participe à des débats semblables, entre guillemets, des projets de loi semblables, mais le rôle du député et du sénateur est totalement identique. Pour un député, je veux bien, un sénateur, il représente avant tout les territoires. Je vais juste me... Ouais, il y a de très bonnes choses, effectivement, qui sont dites, et en même temps, c'est pas la mode. Non mais ça m'agace parce que je l'employais souvent avant. Nous ne sommes pas étrangers à l'ère du temps. C'est très... Il n'y a pas de raison. Essayons d'être constructifs. Il n'y a pas de raison de postuler d'être absolument étranger à l'ère du temps. Non, sur ce point très précis, ça illustre surtout une chose, c'est que malgré tout, ne soyons pas naïfs, la politique c'est un rapport de force. Le rapport de force, il peut être fait dans le respect et la bienveillance des personnes, avec de la fermeté, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure Hervé Mariton, et de la clarté. Mais effectivement, il y a un rapport de force. Là où je peux comprendre le point d'Arnaud Robinet, parce que j'ai envie d'inverser la tendance, c'est-à-dire que si je me rends compte que mon potentiel maire, à des fins clientélistes ou électoralistes, me dit oui à ce que j'estime être potentiellement une prise d'otage, moi, je ne suis pas très à l'aise. Éthiquement parlant, je ne suis pas très à l'aise à conditionner mon soutien à un maire compte tenu du soutien qu'il pourrait apporter à de potentielles personnalités dont finalement il n'a que peu de poids. Donc voilà, ça c'est une réflexion que je vous invite à méditer, hein, c'est que je ne suis pas très à l'aise avec ce type de rapport de force. En revanche, on peut tout à fait lui demander, j'ai envie de savoir pour qui vous allez vous positionner, et qui vous allez soutenir, parce que là, du coup, je perçois mieux ce que mon futur élu a dans les tripes, mais en deçà de toute perspective électoraliste. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on parlait effectivement, donc Hervé Mariton évoquait le cas du mariage civil, qui a été décliné dans plusieurs villes et qui, honnêtement, dépasse largement tous les clivages partisans, parce qu'effectivement, c'est une nécessité, qui en plus économiquement parlant est franchement viable et donc profitable à la ville. Et ça fait partie d'un des angles que je privilégie à chaque fois quand j'explique à des citoyens lambda la manière dont ils peuvent interpeller leurs élus, c'est ne soyez pas seulement force de contestation, mais soyez force de proposition. Ça c'est extrêmement important que l'élu se dise je n'ai pas seulement accès à cette association ou à cette confédération sur les clivages les plus sur les sujets les plus clivants qui soient aujourd'hui, il faut bien le dire, hein, que ce soit à juste ou à mauvais titre, les AFC aujourd'hui ont une identité populaire qui n'est pas franchement politiquement correcte, et pour l'élu, c'est pas forcément évident. En plus, pour l'élu qui n'aurait pas été, par exemple, opposé à la loi Taubira, c'est pas forcément évident d'entamer le rapport. Donc il part déjà avec un a priori relativement négatif. Donc il faut avoir ça en tête, se dire... est-ce que je ne peux pas aussi sortir comment dire, de la chose attendue, du cliché qu'on a de moi, en développant une politique familiale, parce que ça va bien au-delà. Donc on parlait du mariage civil, mais ça va être les gardes alternés, hein, la manière dont je vais essayer de faire en sorte d'équilibrer la vie professionnelle et la vie privée dans les mairies. Il y a tout un tas d'innovations dont vous êtes les experts, et là l'élu sera clairement preneur. Donc c'est vraiment important d'arriver en étant force de proposition. Moi ça c'est un truc qui me semble essentiel. Arnaud Robinet, qu'est-ce que vous attendez, vous, comme proposition, vous, monsieur le maire on va donc éviter de parler mariage pour tous avec vous directement. Qu'est-ce que vous attendez de l'association? Non, mais c'est... J'étais parlementaire, les votes des parlementaires sont totalement transparents. On en reparlera tout à l'heure de l'action auprès des parlementaires. Mais là, vous, monsieur le maire, qu'est-ce que vous attendez comme proposition concrète? Quel est le dossier Nous avons rencontré en 2014 et... Chaque année, nous rencontrons même plusieurs fois, à plusieurs reprises, des associations familiales. J'ai une adjointe en charge de la famille, avec donc une délégation bien identifiée autour de la famille. Et d'ailleurs, cette délégation et le contour de cette délégation a été fait suite à des échanges avec les associations familiales.
et avec les AFC. Il y a quelques semaines, j'ai inauguré à Reims la Maison de la Famille. C'était aussi une des propositions des associations familiales d'avoir ce genre de guichet unique, entre guillemets, qui accompagne l'ensemble des familles rémoises en termes de garde, en termes d'aide, d'accompagnement. C'était également des propositions sur les questions des transports publics, sur des tarifs spécifiques pour les familles. Donc c'est des propositions qui touchent aussi bien la vie et qui touchent essentiellement la vie quotidienne des familles rémoises. Très bien. Vous avez été aussi parlementaire. On va passer à cette casquette-là. Un parlementaire, aujourd'hui, il est quand même très tenu par son étiquette politique. Presque tous appartiennent à un groupe politique. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Vous savez, et c'est vrai ce qui fait un parlementaire, alors je n'ai pas autant d'expérience que mon ami Hervé. C'est la moitié d'un compliment. Mais j'ai eu la chance, je dirais, et le bonheur et l'honneur d'avoir fait à peu près 2 mandats. Un parlementaire, il est étroitement lié à sa formation politique et au groupe politique. Un maire, il est maire de... Moi, je suis maire de tous les Rémois, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions religieuses, quelle que soit leur idéologie politique ou autre. Je dois parler à l'ensemble de mes concitoyens. Et vous travaillez avec une opposition au quotidien, vous êtes... J'essaye de travailler avec une opposition, parce qu'il faut que l'opposition soit constructive. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais bien sûr, je dois travailler avec tout le monde. Et je dirais que je ne peux pas... Mais par contre, j'affirme que je suis un maire de droite, avec des valeurs, et je ne vais pas mettre mes valeurs dans ma poche et renier mes valeurs pour faire plaisir à celles et ceux qui ne pensent pas comme moi. Mais je dois travailler pour le bien, l'intérêt général et le bien commun. Donc je suis beaucoup plus libre dans mes gestes et dans mes décisions qu'en tant que parlementaire. Vous savez, si on prend ce débat sur la loi Taubira et le mariage pour tous, ça a été... Moi j'ai vécu ce moment et cette période. Hervé était notre orateur. Moi, à titre personnel, j'ai vécu comme une période très difficile. Très difficile parce que le débat a été aussi parfois caricaturé, mais dans les deux sens. Et je pense aussi qu'il y avait une question de sémantique dans cette question de mariage pour tous. Parce que d'un côté, en tant que républicain, au sens noble du terme, je suis pour l'égalité et l'équité entre tous les concitoyens, que chacun ait les mêmes droits. Par contre, cette notion de mariage me pose problème parce que le mariage, pour moi, c'est un acte, une connotation plutôt religieuse. On aurait pu parler d'union civile, mais là, on parle de mariage. Et donc, c'était un débat très compliqué, je l'avoue, très compliqué. Et je le dis aussi, et puis autour de moi, j'ai des amis, j'ai des proches également qui n'ont pas milité, eux, pour le mariage pour tous, au contraire, mais qui aujourd'hui, la possibilité leur donne, et ils le font pour des raisons de protection et autres. Et je me dis aujourd'hui, est-ce qu'on aurait le même débat 2 ou 3 ans après à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas du tout si on aurait exactement le même débat, avec la même sémantique, avec les mêmes mots et les mêmes positions tranchées d'un côté comme de l'autre. C'est assez compliqué, mais c'est des débats de société. Et j'ai voté contre la loi Taubira, contre le mariage pour tous. Je l'ai fait parce que, je reviens à votre question, parce que je faisais aussi partie d'un groupe politique, d'un groupe parlementaire, et un groupe parlementaire, vous discutez entre vous, mais on vous dit également que lorsque la décision collective est prise, on doit la respecter. Le débat, il est en interne et pas à l'extérieur. Mais je le dis aussi, avec beaucoup d'humilité, avec ma franchise, c'est que ce n'est pas forcément le vote où je suis le plus... où je vote avec conviction, parce que des fois, je me dis, j'aurais peut-être pu m'abstenir sur cette question, parce que c'est une vraie question. Voilà, pour moi, c'était un débat où je m'étais mal dans ce débat. Hervé Mariton. On a clivé la société. Et en France, on aime opposer les uns aux autres, les Français les uns aux autres. On oppose les riches aux pauvres, les gens des quartiers aux gens des centres-villes. Oui, mais d'une façon générale, Madame Taubira en a été un exemple, je suis entièrement d'accord, mais d'une façon générale en France, on aime opposer les Français les uns aux autres.
et que malheureusement, notre société n'avancera pas avec cette opposition systématique. Hervé Mariton, un rendez-vous comme ça avec un député, est-ce vraiment utile ? Ça n'est utile que si vous amenez le député à prendre clairement position. Il y a plusieurs manières de ne pas prendre position. Il y a une manière, imaginez des débats qui peuvent venir sur la PMA dans quelques mois. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, c'est ceux qui vont vous répondre « Ah oui, je vous reçois avec beaucoup de respect, c'est vous, et d'ailleurs je comprends que les AFC pensent ça, oui, vous pensez ça, mais vous savez, moi je pense que ça relève de l'intime, et donc je respecte les positions des uns des autres. » Attendez, la PMA ne peut se faire qu'avec une évolution de la loi, ce qui est fondamentalement la compétence du législateur. Donc ne laissez pas vos députés ou vos sénateurs s'échapper en disant « ça relève de l'intime ». Ça ne relève pas de l'intime. Il peut y avoir une compréhension intime et une affirmation politique semblable ou dissociée, mais vous n'allez pas voir votre député pour qu'il vous explique son analyse intime, vous pouvez l'écouter poliment là-dessus, mais vous lui dites, monsieur le député ou madame le député, au bout du bout, vous aurez à voter. Donc ça, c'est la première chose. Et être très clair là-dessus, très poliment, mais très fermement. Et puis le deuxième point, et ton propos m'a un tout petit peu surpris, et je le dis d'autant que j'ai eu réellement beaucoup d'amitié et d'estime pour Arnaud. On a tout de même, alors c'est peut-être mon comportement un peu destroy et qui m'aura peut-être parfois un peu coûté, mais on a tout de même une certaine liberté à l'égard de ces groupes politiques. Et tu l'as toi-même exprimé et avec vaillance et bonheur. Et souvent d'ailleurs sur ces sujets d'éthique, les groupes politiques, même les groupes de gauche, pour dire les choses très directement, qui sont souvent plus durs en termes de gouvernance interne. Même, me semble-t-il, le groupe de La République En Marche, qui est très sur la vision unitaire du groupe, mesure, si je comprends bien ce qu'ils écrivent et ce qu'ils disent, qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels chacun fait son choix. Ne laissez pas le député s'en sortir en disant « c'est pas moi qui déciderai ». Parce que vous l'avez élu et il décide. En effet, la Constitution nous rappelle par ailleurs qu'il n'y a pas de mandat impératif. Donc, ne laissez pas l'élu s'échapper. Il y a au moins ces deux modes d'échappatoire, il peut y en avoir d'autres. Il y a le mode d'échappatoire qui est « c'est pas moi qui décide, c'est le parti ». C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, ni constitutionnellement, ni souvent dans la pratique, en tout cas sur un certain nombre d'enjeux. Et ne le laissez pas non plus s'échapper en disant tout ça est très respectable, mais c'est affaire de l'intime. Vous pouvez avoir une conversation à un autre moment et autour d'une tasse de thé pour parler de l'intime, mais vous êtes venu le voir pour parler politique parce qu'il se trouve qu'il est à un moment donné votre député ou votre sénateur et vous lui demandez de prendre une position politique. Je pense que, enfin, sur les questions groupe, alors, mais voilà, moi j'ai une sensibilité un peu dissidente naturellement, donc il ne faut pas m'en vouloir, soit indulgent. Je veux dire, parce qu'il faut être transparent. Et peut-être que ma trop grande ancienneté m'autorisait à avoir d'autant d'insolence. Mais il faut bien qu'à quelque chose malheur soit bon. J'en marche. Les députés LREM, par exemple, ont l'interdiction, c'est dans le règlement intérieur, de co-signer un amendement extérieur au groupe, même le MoDem, même un amendement MoDem. J'ai même entendu récemment des parlementaires MoDem s'en plaindre. Mais il me semble tout de même, quelle que soit la discipline revendiquée du groupe En Marche, que sur ces sujets-là, il ne revendique pas une telle discipline. Et à ma connaissance, tu as fait le choix, et je m'en félicite, comme une très grande majorité des députés républicains, des députés UMP à l'époque, de voter comme tu l'as fait sur la loi Taubira. Je pense que il n'y a jamais eu dans notre groupe une férule très violente sur le sens des votes. Moi j'avais dit par exemple que j'aurais voté la loi Macron à l'Assemblée si elle était venue au vote. Ça rendait Nicolas Sarkozy furieux, mais ce n'était pas mon sujet.
S'agissant des textes d'éthique, on l'avait vu lors du mandat précédent sur la loi de bioéthique, il y a toujours eu d'assumer une grande liberté sur ce terrain-là, et même les groupes, enfin, groupe PS historiquement, mais le groupe Républicain En Marche aujourd'hui, qui ont des positions plus rigides en termes de discipline de groupe que le groupe UMP hier, Républicain, UMP avant-hier, Républicain hier ou aujourd'hui peut-être, ne sont pas sur ces sujets dans des positions violentes. Alexandre, est-ce que, donc on a compris à quel point c'était utile d'aller rencontrer les parlementaires, ça peut aussi servir dans l'avenir, sur le moment, le combat peut sembler perdu, mais on peut marquer des points pour la suite, un amendement peut arriver dans un projet politique futur ou non? Oui, alors je crois d'autant plus que la situation est donc radicalement différente avec plus de la moitié de l'Assemblée nationale composée de novices en politique aujourd'hui. Il y a un enjeu, notamment sur les sujets qu'évoquait Hervé Mariton, qui vraisemblablement arriveront en débat au moins à la fin 2018. Il y a un enjeu, c'est d'abord de les sensibiliser à ce que tout ça recouvre. Parce qu'il y a une grande ignorance. D'abord, l'ignorance, elle est sociétale sur ces sujets-là, pardon. Il y a une grande ignorance. Et cette ignorance sociétale, elle se retrouve évidemment à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les médias. Moi, je le vois, je travaille avec énormément de journalistes. Et c'est pas par mauvaise foi qu'ils caricaturent ou qu'ils peuvent dire des bêtises, c'est qu'ils ne savent pas, tout simplement, ce que ça recouvre, tous ces enjeux-là. Et donc aujourd'hui, on a quand même plus de la moitié de l'Assemblée nationale qui, j'en suis convaincu, ne sait pas bien ce vers quoi ça va les amener. Et puis il y a aussi une pratique sur ces dynamiques sociétales que sont celles du mariage, PMA, GPA, j'en passe, c'est qu'on pratique à dessein un saucissonnage. C'est-à-dire qu'on découpe ces sujets-là afin de faire croire qu'il n'y a pas de lien entre eux. Je pense qu'une association comme la vôtre, un des premiers enjeux, c'est de dire que tout est lié. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut essayer, avec beaucoup d'apaisement, mais de comprendre les tenants aboutissants de ce vers quoi ça nous emmène? Enfin, oui, quoique. C'est-à-dire beaucoup de choses. Le risque, c'est ensuite que votre interlocuteur ait beaucoup de facilité à noyer le poisson. Donc, il faut à la fois décrire le lien des choses, une cohérence, mais lui en demandez pas trop. Lui demandez pas d'adhérer à toute votre cohérence. Demandez-lui de se positionner précisément sur le vote ou sur le texte qui va venir. Sinon, c'est trop commode de noyer le poisson ou d'échapper, et en tout cas de ne pas prendre sa responsabilité sur un vote qui viendra. Demandez, Arnaud l'a très bien dit tout à l'heure, les votes à l'Assemblée ne sont pas secrets. Donc demandez à votre élu de se positionner et demandez-lui d'assumer sa responsabilité en prenant grand soin, vous, de ne pas être les défenseurs d'un âge d'or d'hier. Vous êtes dans le monde, c'est aussi important. Il ne faut pas, quand il vous reçoit, qu'ils se disent, bon, de temps en temps, il faut recevoir les gens d'hier, donc voilà, je les reçois parce que je fais ma BA, je suis poli, ils m'ont demandé d'être reçu, j'ai fait attendre pendant 2 mois, mais au bout de 2 mois, je suis bien obligé de leur dire oui parce qu'ils insistent. Et puis sinon, il va faire un communiqué désagréable dans le journal du coin. Non, mais montrez votre légitimité, mais vous regardez demain, enfin vous représentez une part de la France de demain. Alors, évidemment qu'on ne va pas lui demander d'avaliser tout notre corpus idéologique, mais c'est important. Pourquoi est-ce que je dis sans préambule? Parce que c'est au contraire, je crois, en n'évoquant pas cela sous cet angle, qu'on va noyer le poisson. C'est-à-dire qu'on va nous parler, encore une fois, de l'émotionnalité générée en temps réel, des cas d'injustice qu'on voit aujourd'hui, effectivement. Mais si on ne se projette pas à ce que ça pourrait générer comme cause, et si on ne lui le fait pas comprendre, c'est là où on va être dans un dialogue de sourds, à mon avis. À la limite, bon, ça, c'est un autre sujet. L'autre point, c'est donc de bien considérer, et là, je vous entends tous les deux, mais je rejoins quand même à Arnaud Robinet sur, alors moi, j'appelle ça le manque de liberté, voilà. Mais en tant que citoyen très engagé dans la cité, je le vois tous les jours. Effectivement, quand on est maire, président de conseil départemental ou député, on n'a pas la même liberté. Alors certains l'ont en eux et arrivent à l'exprimer. C'est pas le cas de tout le monde. De par l'expérience. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai connu un grand général de guerre qui s'était permis de désobéir parce qu'il avait de la bouteille. Mais il le disait, j'aurais eu 30 ans, j'aurais été capitaine, j'aurais pas pu. Voilà, donc il y a aussi effectivement cette bouteille et cette expérience qui le permet ou pas. Donc je ne vais pas être trop dur envers eux.
Parce que j'admets aussi que quand on est face à un groupe parlementaire composé de 150 personnes et qu'on décide d'être dissident, on s'isole. C'est pas simple, ne serait-ce que, enfin, humainement parlant, c'est pas simple. Voilà, et puis il y a des pressions. Mais il faut le savoir, effectivement, il faut exiger, je suis d'accord avec Hervé Mariton, il faudra exiger une réponse ferme, claire, de la part du député que vous rencontrerez, mais il faut aussi comprendre ce à quoi il est soumis en termes de pression, ça c'est extrêmement important. Et enfin, parce qu'on parlait de la République en marche, qui va jouer bien sûr un rôle fondamental dans les lois qui seront votées, au-delà même de celles qui sont relatives à la famille, c'est qu'on ne sait pas comment va se passer ce quinquennat, on ne sait pas qui va être d'accord avec effectivement cette convention qui dit « vous n'avez pas d'autre choix que de voter pour ce pourquoi la LREM voudra ». Moi, je ne suis pas sûr qu'ils agiront tous de la même manière. Donc ça vaut le coup de développer des rapports maintenant pour l'après. C'est extrêmement important. Et en plus de cela, il faut aussi, gentiment, mais avec beaucoup de vérité, que vous leur disiez aussi ce que vous représentez. Vous, quelle que soit l'association qui se présenterait devant un député, n'a pas honte d'être ce qu'elle est. Elle n'a pas à s'excuser de défendre ce en quoi elle croit. Et il est important que vous arriviez en disant, au niveau national, moi ce que je représente, c'est X centaines de milliers de foyers. D'accord ? Au niveau local, c'est X centaines de familles. Et ces familles, elles vous ont élu. Ces familles, vous leur êtes aussi redevables. Alors merci de nous écouter et de nous dire ce qu'il en est. Et ça, c'est extrêmement important, qu'ils se souviennent, on est dans le rapport de force, là, mais c'est extrêmement important qu'ils se souviennent que l'élu, il est aussi redevable. Il pourra ne pas être d'accord, il aura le droit de le dire, et vous devrez avoir comment dire, la décence de l'entendre, mais au moins vous serez d'accord sur les désaccords qui sont les vôtres. Et ce sera plus facile d'avancer ensuite ensemble. Vraiment. Mais si juste sur la question du débat qui va arriver en 2018 sur la PMA, il faut avoir conscience d'une chose, c'est qu'il y a à peine, à mon avis, à peine 10% des parlementaires qui savent ce qu'est la PMA, qui savent la différence entre PMA et GPA. Et on va être uniquement dans des postures, et derrière, postures idéologiques, vous avez entièrement raison, postures idéologiques sans avoir avoir le côté scientifique, le côté, voilà, et autres. Et donc c'est la difficulté. Et donc, il va falloir faire extrêmement attention. Et là où je vous rejoins, c'est sur la question de la pédagogie. Et là, vous avez aussi un rôle à jouer, aussi bien, je dirais, des associations représentants du corps médical, mais également des associations familiales telles que les AFC. Vous avez un rôle à jouer en tant que pédagogue sur ces questions. C'est très difficile de savoir de quoi les mois qui viennent seront faits. Peut-être... Arnaud peut ajouter, corriger, mais il me semble que l'exécutif actuel, au fil du temps, a allumé des signaux qui ne vont pas tous dans le même sens. Il y a eu beaucoup de signaux sur le thème pas de sujet clivant, pas trop de questions de société, et on n'ira pas sur ces terrains-là. J'ai entendu cela très directement d'un certain nombre de responsables de l'exécutif aujourd'hui. Et vous avez à côté un ensemble de pétitions au nom du progressisme. J'évoquais l'interview du député Taché dans le Figaro, je crois, il y a quelques jours, qui explique qu'il s'empare, que lui est confiée une réflexion sur la laïcité, et son premier critère, c'est celui d'une laïcité progressiste. Bon. Et voilà. Et donc il y a manifestement, probablement parfois chez les mêmes personnes, deux approches qui sont présentes, une approche prudente. Il n'est pas indispensable d'aller d'aller tirailler, creuser des divisions dans la société, et une autre au nom du progressisme. Au passage, je le redis, je l'ai dit, mais je le redis, cette affaire de progressisme est très difficile à traiter. Et donc je pense qu'un grand enjeu pour beaucoup, responsables associatifs, élus, c'est de montrer comment nous sommes bien dans la marche du monde. Un monde dont on veut d'abord qu'il ne se défasse pas, et comment nous voulons construire une marche du monde. Mais votre intérêt et votre légitimité doit absolument bien marquer que vous n'êtes pas sourd à ce qu'est le monde d'aujourd'hui, et que, évidemment, vous regardez vers l'avenir. Il se trouve que certains vous le contesteraient. Vous ne devez pas accepter cette contestation. Et nous le rappelions avec votre président à table,
Le monde d'aujourd'hui, y compris en termes de politique familiale, moi c'est un chiffre que j'ai constamment rappelé parce qu'il échappe à beaucoup. Alors on me dit que le chiffre baisse petit à petit sans doute, mais il reste élevé. Donc, il y a 2-3 ans, je disais 75%, admettons aujourd'hui 70% des enfants vivent avec leurs 2 parents. Et donc, vous ne capitulez pas sur une réalité familiale qui n'est pas la seule, qui ne retire rien à la légitimité et à la solidarité que l'on doit à d'autres réalités familiales, mais qui ne justifie pas que la politique familiale doive être construite demain essentiellement sur d'autres modèles, même si les situations plus difficiles de familles monoparentales justifient d'être particulièrement aidées. Il se trouve qu'aujourd'hui encore, 70% des enfants vivent avec leurs 2 parents, et donc vous rappelez aussi les réalités de ce type pour construire un chemin de progrès qui réponde à la fois à la situation de familles monoparentales qui sont dans des difficultés sévères que la société doit contribuer à résoudre, mais une politique familiale qui, tant qu'à faire, répond aussi de temps en temps à ces 70% d'enfants qui sont dans le schéma que j'ai rappelé. C'est pas juste. Non, par contre, j'ai juste une Non, c'est pas 70% des enfants qui vivent avec leurs 2 parents, c'est 70% qui vivent dans un schéma de père et de mère. C'est peut-être dans le cadre des familles recomposées également. Mais avec... C'est 70% avec leurs 2 parents. C'est 70% avec leurs... Non, je pense que l'adoption est incluse dans ce 70%. Avec leurs 2 parents, étant dit que tu as... non, mais que si le divorce, par exemple, a eu lieu une fois que les enfants sont grands, il n'entre pas dans ma statistique. Non, mais j'entends bien. Si le divorce a lieu avant qu'il y ait des enfants, donc voilà. Mais toute cohorte comprise, le chiffre étant pris pour ce qu'il est, vraiment, et même des gens qui ont une vision de politique familiale très différente de la mienne. Tant mieux, ça me rassure. Mais je suis un peu étonné, enfin, je suis rassuré. Mais Bon, voilà. Non, non, je trouve ce sujet très important parce qu'il fait écho à une récente, je tairai le nom, mais à une récente conversation que j'ai eue avec un grand responsable politique qui détestait viscéralement le mouvement politique auquel j'appartiens et donc qui m'avait mis dans le même sac. Et j'ai voulu qu'on se rencontre. Je lui ai dit, c'est pas possible qu'on en soit à ces postures qui sont cristallisées par le jeu médiatique, qui plus est, parce qu'in fine, on ne se connaît pas. Donc on s'est rencontrés, et il m'a dit quelque chose qui m'a profondément interpellé, et qui peut-être fera écho en vous. Ce qui m'a dit, mais moi en fait j'ai l'impression que vous défendez un modèle familial, mais que cette défense, elle veut aussi faire croire que le reste n'existe pas. Et donc vous construisez la défense de votre modèle familial en opposition aux réalités qu'un tas de personnes peuvent vivre, c'est-à-dire le divorce, les familles recomposées, les familles monoparentales et autres. Et je lui dis, mais pas du tout. Attention, dire qu'il faut préserver ces permanences, moi ce que j'appelle les permanences familiales, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte l'existant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider. Et je crois que ça, c'est un ajustement à mettre en œuvre, encore plus quand, bon, moi en plus je suis citoyen chrétien engagé, encore plus si je parle de cela dans cette posture-là, je ne peux pas être insensible aux réalités de la vie de ceux qui m'entourent et qui sont en premier lieu membres de ma famille ou de mes amis d'ailleurs. C'est montrer qu'on a du cœur, qu'on n'est pas des monstres froids, qu'en revanche, quand on parle d'une nation et de la place de l'homme d'un point de vue anthropologique, oui, nous privilégions la défense de ce modèle. Mais nous sommes capables de voir, d'entendre et d'agir auprès de ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre ce modèle. Et ça me semble essentiel de bien nous positionner, non pas contre, mais sur un sujet complémentaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas effectivement hors de ce monde. Ça me paraît vraiment très important, parce que sachons une chose, c'est que par là même, on a l'impression de se déconnecter, de prendre de la hauteur, d'être les pères moralisateurs, et on ne sait pas qui on a en face de nous. Et la première chose qu'on en reçoit, c'est une espèce de jugement de valeur qui peut réveiller des choses qui ne sont pas agréables, en fait, en l'autre. Et ça, c'est une attitude, hein, c'est une attitude qui me paraît vraiment, vraiment essentielle. Donc on a évoqué le maire, le parlementaire, le conseiller départemental, régional. Ça vaut le coup de le rencontrer, Arnaud Robinier ? Oui, parce que, je pense plus le conseiller départemental que le conseiller régional par rapport aux compétences des collectivités. Le conseiller départemental, le département a pour compétence principale le domaine du social. Donc c'est important d'aller rencontrer, et d'adoption notamment. Donc c'est important de rencontrer le conseiller départemental. Le conseiller régional,
Bien sûr qu'il est important de rencontrer de tous ces élus et chaque élu peut apporter, vous pouvez apporter beaucoup à tous les élus, quelle que soit leur responsabilité au sein des collectivités, mais en termes de compétences, et on revient sur cette notion de compétences des différentes collectivités, le conseiller départemental est plus à même d'être un interlocuteur. Et mieux vaut rencontrer le président du département ou l'adjoint à la famille? Mais c'est comme pour le maire. Enfin, je veux dire, le président comme le président a un vice-président, le maire a une adjointe. Moi, c'est une adjointe à la famille. Certains vont dire oui, mais il faut mieux voir tout de suite le maire, les problèmes seront réglés plus facilement. Pas forcément. Parfois, c'est aussi une perte de temps, entre guillemets. Il faut aller voir le vice-président, l'adjoint ou l'adjointe en charge du dossier, qui va en référer ensuite à son N+1, c'est-à-dire au président ou au maire. Et ensuite, le maire va trancher, prendra la décision. Il sera peut-être aussi même à même de dire « mais je veux rencontrer les associations », ce qui fera un deuxième rendez-vous avec l'exécutif. Mais s'il y a des adjoints, il faut qu'ils servent à quelque chose. Et ils ont un poids politique réel. Mais ils ont un poids politique, sinon ils ne seraient pas adjoints. On est d'accord. Donc on a évoqué le contexte politique, c'est vrai que les municipales de 2014, les départementales et régionales de 2015, les législatives de 2017 ont amené une nouvelle génération aux manettes. Comment ils fonctionnent et qu'est-ce que ça change? On l'a déjà un petit peu évoqué, mais il y a un petit peu moins d'idéologie, il y a quand même un peu plus d'ouverture. Un président qui veut effacer le clivage droite-gauche, ça veut dire que les AFC seront moins caricaturés, ça veut dire que... Qu'est-ce que ça change? Ou finalement on reste sur un... Finalement, rien n'a changé et... Non, on n'a pas annihilé l'ensemble des... Enfin, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Le président de la République n'a pas nié l'ensemble des différences qui peuvent exister de positions, de valeurs dans une société. Sinon, la société n'avancerait plus et serait assez monotone. Moi, je ne crois pas au non-clivage droite-gauche. Je ne crois pas, alors même si là on rentre dans une partie peut-être un peu plus politique, je ne crois pas au parti unique qui va rassembler les élus de droite, les élus de gauche, les élus du centre, etc. Moi je suis assez surpris et pourtant je suis bienveillant vis-à-vis de la politique du président de la République. Quand ça va dans le bon sens, je le dis, notamment en termes économiques, etc. Je le dis. Mais hier j'étais assez surpris de dire que dans le même bureau à Bercy, nous avons l'ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy avec l'ancien porte-parole de Martine Aubry. C'est assez fantastique quand même. Imaginez, ils vont travailler ensemble main dans la main, notamment avec un secrétaire d'État qui, il y a 3 jours, a voté contre le budget du ministre avec lequel il va travailler. C'est assez fantastique. Mais voilà, donc non, je ne crois pas. Moi, je pense véritablement que... et je le dis, je l'ai dit la dernière fois à une députée de Reims, qui est une députée En Marche, une jeune députée, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et je parlais avec un sénateur centriste et je lui disais, franchement, le président Macron, il y a quand même une politique un peu de centre-droit. Enfin, en termes économiques et autres, je trouve qu'il y a des choses, c'est plutôt de centre-droit que de gauche. Et la députée En Marche me dit, mais pas du tout, monsieur le maire, nous menons une vraie politique de gauche, etc. Je lui dis, c'est vrai que moi, je suis assez admiratif des anciens députés socialistes En Marche aujourd'hui, qui lèvent la main sans problème pour voter la suppression d'une partie de l'ISF. C'est vrai que c'est quand même assez fantastique. Donc voilà, donc il y a un moment, et ça risque d'être difficile, je pense, à tenir avec ce rassemblement de personnes venant issues de partis ou de formations politiques différentes. Ça risque d'être assez difficile sur le long terme, mais bon. C'est ce que disait aussi Alexandre, ça veut dire que rien n'est figé, et aujourd'hui ça vaut le coup de rencontrer ces nouveaux élus. Il faut les rencontrer, voilà, bien sûr. Parce qu'il y a peut-être une marge de manœuvre, une évolution dans les 5 ans à venir, et qu'aujourd'hui peut-être qu'ils ont encore la culture très stricte, et ils appliquent la consigne de Richard Ferrand, mais demain... Mais vous savez, ils ont vite pris le pli, parce que moi je peux vous dire une chose, c'est qu'en Marche a pu dénoncer le fonctionnement des anciens partis politiques, l'ancien monde, etc., sauf qu'aujourd'hui ils sont dans les mêmes travers, et ils ont les mêmes difficultés. Et voilà, mais bon, ça les regarde. Deux éléments sur le rythme des mandats. Les prochaines municipales auront lieu en 2020 ou en 2021. Les maires commencent à réfléchir à ça. Et donc une partie de votre positionnement, ça peut être d'aller vendre des idées ou de réclamer des idées dont vous auriez envie qu'elles se trouvent dans un programme municipal, indépendamment de votre propre présence ou non sur des listes municipales, mais de participer à la respiration et à l'inspiration de tout ça. Comme je disais tout à l'heure, les idées, il n'y en a pas tant que ça. Et ça ne doit pas être insurmontable de vendre à un maire une bonne idée, quitte à pas le sujet n'est pas nécessairement pour vous de la revendiquer, mais c'est ensuite d'y retrouver vos petits
et éventuellement d'aller veiller à ce que ce soit mis en œuvre. Sur les députés, il y a une observation sociologique peut-être particulière, c'est que les députés En Marche, particulièrement aujourd'hui, n'ont pas tout à fait le même lien au terrain que les députés d'avant, cumul, mais aussi histoire personnelle, qui sont éventuellement moins turlupinés par leur réélection, sociologie, histoire personnelle, mais aussi introduction d'une dose de proportionnelle, diminution du nombre de députés, bref, modification de la carte électorale, bref, les circonscriptions d'aujourd'hui sont mortes. Et donc mon propos est auto-contradictoire parce que je vous dis à la fois qu'une partie de votre sujet, c'est de les ramener sur le terrain, de leur dire, attendez, ici, vous nous dites quoi dans votre circonscription, et puis en même temps, de fait, ils n'ont pas un intérêt objectif à surinvestir sur le sujet, parce que leur circonscription, elle sera différente demain. Là où il y avait 4 députés dans la Drôme, demain, il y en aura au maximum 3, et probablement même 2. Voilà. Mais une partie de la tension, c'est tout de même de faire gaffe qu'il peut y avoir, pour toutes ces raisons, une tentation d'un certain nombre de parlementaires aujourd'hui à être, en tout cas dans une relation différente avec le terrain, si on ne veut pas dire plus éloignée, différente. Il n'y a pas la même présence sur le terrain, la même relation au terrain. Ils font d'autres choses. Donc, il y a des plus, il y a des moins. Mais une partie de votre sujet, localement, c'est de ramener les gens sur le terrain. Ce qui participe aussi du contexte particulier, c'est que la droite est en pleine reconstruction. Elle cherche peut-être aussi un peu des repères. Alexandre, non mais peut-être Alexandre, mais c'est le moment de faire passer des messages parce que il y a la construction d'un nouveau projet politique, non? Bon, d'abord, moi je pense que le clivage partisan, il est plus ou moins relatif et il est plus ou moins prégnant en fonction de là où on se trouve. Effectivement, on l'a dit, quand on est maire ou quand on est dans les arcanes du parti ou bien député, c'est pas la même pression. Donc il faut aussi qu'elle soit relative par rapport à ça. C'est pour ça que personnellement, je regrette par exemple en partie le non-cumul sur les mandats, parce que je trouvais qu'un député qui avait son ancrage territorial en tant que maire avait une beaucoup plus grande liberté parce qu'il était plus légitime. Bon, ça c'est un autre débat, on va pas le refaire. Mais moi, ce qui m'interpelle, on en a un peu parlé, je crois qu'il faut qu'on sorte le bénéfice de l'élection d'Emmanuel Macron, fait qu'il rebat les cartes à tous les niveaux, mais d'abord peut-être personnellement. Les clivages, moi j'y crois encore, je pense qu'ils sont d'autant plus nécessaires qu'aujourd'hui il y a une liquéfaction de la société, mais néanmoins ils bousculent. Moi je suis de droite, clairement, et je sais pourquoi, je suis de droite. Néanmoins, il faut que j'ai cette honnêteté de pouvoir dire face à un interlocuteur, de mon bord ou pas, que je salue certaines des actions gouvernementales. Et là, c'est le prof qui va parler. Ce que fait notre ministre de l'Éducation nationale, je dis chapeau. Et d'ailleurs, il a su mettre en œuvre ce que nous devons réussir à mettre en œuvre sur le projet de la famille, c'est des permanences, donc d'aucuns disent qu'il est conservateur, réactionnaire, peu importe, ce sont des mots de posture, mais il a su en fait conserver des permanences pour mieux être présent dans le monde d'aujourd'hui et pour mieux faire face aux défis de demain. Et moi, je pense que si on fait une analogie à la famille, c'est exactement ce qu'on doit être. Être là en établissant des permanences pour encore mieux répondre aux défis de la famille pour demain. Et je pense que prendre exemple sur notre ministre de l'Éducation nationale, c'est quelque chose que je vois d'un très bon œil. Donc ça, et il faut que je sache le dire face à mes différents interlocuteurs politiques. L'autre point, c'est que je côtoie énormément de politiques à tous les niveaux, anciens ministres, je vous disais secrétaire d'État, adjoint au maire, conseiller départemental, de tous bords. C'est l'angle en fait de la formation politique que j'ai proposée. Ils sont de tous bords. Il y a une chose qui me paraît essentielle, encore plus parce qu'effectivement on ne sait pas trop où on va d'un point de vue partisan, c'est le capital sympathie. Ne le négligez jamais. Parce que la politique, c'est pas que des technocrates, c'est aussi et surtout des hommes et des femmes. Et ça se passe beaucoup comme ça quand même. Quelqu'un que j'aime bien, inévitablement, j'ai envie de lui parler et j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie de mieux l'écouter. Et ça, faut vraiment pas négliger ça. D'où l'importance de la forme avec laquelle on va aller rencontrer en fait l'élu. Et le capital sympathie, pour moi, c'est une des clés, une des pierres angulaires de la rencontre, encore plus quand on veut qu'elle se prolonge sur le long terme. Voilà, c'est... il est 15h30, donc on va peut-être laisser une demi-heure de questions-réponses. On va juste résumer rapidement ce qu'on s'est dit. D'abord, les élus n'ont rien d'extraordinaire. Ils sont plus accessibles. Non, mais n'ont rien d'extra.
extraordinaires. Ils sont plus accessibles et moins expérimentés parfois qu'on ne l'imagine. Il est important qu'on adapte, que vous adaptiez votre discours au type d'élu, mais soyez constructif, innovant, positif. Créez des liens sur la durée avec cette envie de toujours poser et de demander quelle est l'étape suivante, d'avoir aussi de la sympathie et de créer une relation bienveillante, que la nouvelle génération a besoin de vous entendre, qu'elle est encore en formation, que la droite aussi a peut-être besoin de vous entendre et elle cherche peut-être de nouveaux repères et un nouveau projet, que les marcheurs seront peut-être plus ouverts que les vieux barons d'hier, et puis contactez vos élus et les relancer, et ne négligez pas l'influence des collaborateurs et des adjoints. Mais il n'y a pas que les marcheurs qui seront plus ouverts que leurs... je pense que dans toutes les formations politiques, et j'espère aussi que chez les Républicains, il y aura peut-être des jeunes élus qui auront aussi parfois un esprit plus ouvert sur certains sujets. Il faut aussi... Voilà.